Alors merci et bonjour à tous. Donc moi j'ai le plaisir de dresser devant vous un panorama du digital dans le secteur food. Ce qu'on a indiqué ici quand le numérique s'invite en cuisine. Et je vais dresser un panorama en particulier comparatif entre des acteurs, des startups françaises et des États-Unis. Alors, pour classifier les solutions numériques et les startups au sein de l'association Digital Food Lab, on a établi une grille de classement qui correspond aux 6 étapes du repas qu'on a conçu comme un cycle. Effectivement, vous commencez par planifier votre repas en recherchant des produits, des recettes, donc, qui correspond à l'étape plan, buy, donc l'achat de produits, réservation de restaurants aussi, par exemple. L'étape cook, qui correspond à la préparation en elle-même du repas. Le share, donc, qui est le partage de photos, qui aujourd'hui ne partage pas de photos ou d'impressions via les différentes applis qui nous sont proposées. L'acte de manger, par le verbe eat, l'étape du eat. Et puis l'étape de ce qu'on appelle le tracking en anglais. Donc ça va être tout ce qui est historisation de mes différentes expériences culinaires, évaluation de ses conséquences sur mon corps, prise de poids, gain de forme, j'en passe, et des meilleurs. Mais voilà, en tout cas, on a conçu ce repas en 6 étapes et on a rangé les solutions et les startups en fonction de ces étapes, en déduisant un ADN digital de ces solutions et de ces entreprises. Donc sur l'étape de planification, là je prends un exemple assez qu'on connaît tous à peu près. Sur la recette, on a Marmiton. Le besoin ici, c'est de trouver des recettes. La solution, ce sont des sites de recettes. Pour la France, on a 750 grammes, cuisine à Z, atelier des chefs, il y en a bien d'autres évidemment. Aux États-Unis, on parle plutôt d'Yumli, Epicurious et Food Network. Sur ces slides, vous verrez aussi qu'il y a une petite pastille qui indique, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est très subjectif, mais on indique si c'est plutôt quelque chose de tendance ou stagnant ou un peu descendant en termes d'usage et de notoriété, voilà. Sur la planification, toujours, on a des solutions de meal planning. Donc là, ce sont des solutions qui permettent de préparer ces repas, d'avoir des recommandations. Donc WeCook, qui est représenté ici, permet de proposer aux utilisateurs des recommandations de menus équilibrés et économiques pour la semaine et pour satisfaire les différentes personnes qui composent le foyer. On a d'autres meal planners, dont celui de l'INPES qui s'appelle La Fabrique à Menu, Illycook en France. Aux États-Unis, on va parler d'Ziplis, Kitchen Monkey, Cooksmart et Planet. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'ascendant. Et pour le coup, là, quand on parle de food et de digital, on a quand même l'exemple de quelque chose qui est numérique et qui apporte des fonctionnalités. C'est le numérique véritablement fonctionnel. On va un peu plus loin que le food et le digital tel qu'il est trop couramment évoqué en France, où on résume le food aux marques et le digital aux social media. Donc en gros, on parle beaucoup des multiples campagnes de marques sur les réseaux sociaux. Là, ici, on est sur du numérique, on n'est pas sur de la communication, on est sur du numérique fonctionnel. Dans l'achat, une grosse tendance qui continue à se développer, c'est sur tout ce qui est comparateur de prix. En France, on a Monsieur Drive, mais on parle aussi de Prixing, Shoptimize, Top Drive. Aux États-Unis, on parlera plutôt de Grocery Marts ou Grocery Pal. Donc là, comme je le disais, quelque chose de plus ascendant. Sur le besoin de préparation de la liste de courses, on a des acteurs tels que Skiroo qui permettent de manager les listes de courses. Là, ce sont des solutions qui commencent à avoir quand même quelques années et voilà, sur lequel le marché et l'offre restent assez stagnantes et peu de nouveaux acteurs. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite.
De toute façon, cette présentation-là, vous pouvez la retrouver sur le compte SlideShare de Digital Food Lab. Donc, si vous voulez creuser un petit peu, je vous invite à aller la consulter. Sur ce qui concerne les applications de carte de fidélité, donc là, pareil, ce sont des solutions qui existent depuis quelques années. On a de multiples acteurs, et c'est plutôt en phase descendante, comme je le disais. Sur le besoin de décryptage de l'information produit, on a différentes initiatives. Là, je l'ai mis un peu stagnant, c'est, je dirais même plutôt descendant en termes de tendance, certains ayant quasiment arrêté l'activité, mais là, on a un exemple avec Open Food Facts, qui est une base de données libre, voilà, qui donne des valeurs nutritionnelles. Et les autres acteurs, Noteo, Shopwise aux États-Unis, Food Essential, et l'USDA qui a aussi sa base de données. Voilà, donc je vais encore une fois égrener. Celle-ci concerne plutôt le besoin de se faire livrer des courses. Donc là, on les connaît tous. Le drive est un petit peu en train de driver cette croissance. On connaissait déjà les sites de courses en ligne. Là, le drive connaît un gros développement ces temps-ci. On a aussi d'autres formats, d'autres modèles de distribution, notamment avec les circuits courts. On a beaucoup entendu parler de la ruche qui dit oui. On va parler aussi de Locavor, voilà, tout à l'heure, et qui est ici présent. Aux États-Unis, on parle de Farmigo, enfin d'autres plateformes qui proposent aux consommateurs des circuits courts. Sur le besoin de cuisiner de façon gourmet, donc on apprend le geste de cuisiner et ces services proposent d'améliorer son niveau de cuisine ou de proposer un menu plus élaboré que ce qu'on pourrait faire par ailleurs. On a une solution comme Foodette qui propose des paniers recettes, donc des paniers de produits avec les recettes attenantes. Voilà, donc ça correspond aux solutions de Foodbox qu'on a vu beaucoup se développer. On a aussi les nouveaux fromagers qui sont ici présents et qui sont d'éminents représentants de ces Foodbox. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui a... Voilà, il y a eu une grosse ascendance par rapport à ces Foodbox il y a quelques années. C'est un petit peu en train de se stagner, les meilleurs étant, voilà, continuant leur activité. On est moins sur une phase ascendante qu'il y a quelques temps. Et on a aussi des solutions qui permettent d'améliorer cette expérience de préparation du repas, y compris... alors elles sont certes moins nombreuses que dans les autres étapes, mais il y a des solutions qui vont jusqu'à vous aider à tenir un potager. Voilà. C'est le cas de Sprout Robot ou Find Fruit ou Mon Potager en France. C'est une solution française. Et puis des applications qui vous permettent de maîtriser des techniques culinaires. Donc en France, on a Cook. Là, on a Look and Cook. Il y a eu un partenariat récemment avec Amazon là-dessus. Ce sont des cours de cuisine en ligne. Voilà. On a aussi pas mal d'objets connectés qui permettent de savoir un petit peu ce qu'on a comme ingrédients, quelles sont leurs valeurs nutritionnelles, et de façon à pouvoir les utiliser à bon escient sans trop surdoser ou en maîtrisant l'équilibre. Et dans ces objets connectés, on a par exemple cette magnifique balance qui vous permet en identifiant les ingrédients que vous souhaitez mesurer, d'avoir des données nutritionnelles sur ce qui la compose et de préparer un repas qui soit parfaitement équilibré. On a d'autres balances, notamment Situ en Angleterre, et Telspec qui est carrément un scanner qui scanne le plat que vous avez devant vous et qui vous fait déjà une première évaluation nutritionnelle. Bon, je pense, à mon avis, à gros traits, mais voilà. Ce sont des tendances plutôt ascendantes, donc tout ce qui correspond à l'Internet des objets. Et sur le HIT, donc là, on est sur effectivement toutes les solutions qui concernent l'acte de manger. On a Cookening qui propose des repas chez l'habitant, de prendre des repas chez l'habitant. Donc, d'un côté, l'utilisateur des cuisiniers amateurs ou semi-professionnels qui offrent
la possibilité à d'autres utilisateurs de venir prendre un dîner chez eux. C'est encore, on va dire, ascendant, c'est en train de prendre une phase plutôt stagnante, puisque les modèles économiques sont assez difficiles à trouver sur ce type d'application. On a également toutes ces applications autour du comptage de calories. Ça revient un petit peu aux solutions attenantes aux objets connectés qu'on a vu tout à l'heure. MyFitnessPal étant un des exemples les plus éminents. Et puis on a aussi sur cette étape de l'acte de manger, encore une fois des objets connectés. Assez peu, on va dire, la fourchette connectée étant un des seuls exemples sur les objets connectés qui sont dédiés à l'acte de manger. Sur le share, on a de nouveaux acteurs, donc nouveau site de partage de recettes, Yumiam, qui propose, c'est l'autre site de recettes qui propose pour le coup peut-être moins de quantité de recettes, mais une approche beaucoup plus gourmet. Avec un petit peu de curation éditoriale, etc. Voilà, on est sur des sites communautaires avec une approche différente de sites comme Marmiton 750 grammes qui sont très grand public. Et après sur le track, on a des solutions. Alors Evernote qui permet de prendre, c'est une application de capture d'informations, mais Evernote a lancé un service qui s'appelle Evernote Food qui permet d'historiser soit vos expériences au restaurant, soit de ranger les recettes que vous avez trouvées sympathiques sur différents sites. Donc du coup, Evernote Food devient un agrégateur de recettes. On a des sites qui permettent aussi, donc là sur le tracking, de se motiver dans le cadre d'un régime alimentaire. On a DietBet aux États-Unis qui commence à bien fonctionner. Et en France, ce régime entre amis qui va bientôt sortir. Et pour les autres, je vous invite aussi à consulter le détail peut-être sur la présentation en ligne. Toujours en objet connecté et dans le tracking, là on est plus que sur l'activité, sur l'acte d'alimentation, c'est l'activité qui, comme vous imaginez, reste un point assez important dans le cadre d'un régime alimentaire, puisque s'il n'y a pas d'activité, le régime risque d'être peu efficace. Voilà, donc on a toute cette vague d'objets, de trackers d'activité, avec WeThings qui est un acteur français qui est qui est parmi les leaders du secteur. Donc un bon exemple de ce qu'on peut faire de bien en France sur ce type de domaine. Et côté business, donc là j'ai fait, j'évoque Ziplist et Wiku, j'aurais pu parler aussi d'Alchemix, parce que c'est deux exemples assez éloquents de la différence de traitement, puisque là le sujet c'est de savoir si l'alimentation connectée est une opportunité pour la France. Là on a deux exemples qui sont assez éloquents sur la différence de traitement qu'on peut avoir entre une start-up française et une start-up américaine. Ziplist, créée en 2008, rachetée par Condé Nast à grands frais, avec des partenariats très faciles avec les blogs et les sites de recettes. Profusion d'API des distributeurs. Donc les API sont des interfaces qui permettent de piocher des données et de construire des applications. Les distributeurs ont une somme très importante de données très importantes pour les créateurs d'applications. Aux États-Unis, les acteurs américains s'y sont très vite mis. En France, ça commence à être le cas, mais c'est vraiment tout à fait émergent. Et d'ailleurs, les startups sont souvent à l'origine de l'ouverture de ces API-là. Elles sont obligées de les faire elles-mêmes. De l'autre côté, donc on a Wiku, créé à peu près, on va dire en même temps, un petit peu plus tard, avec des valorisations moindres. Et puis, un début de partenariat avec les blogs, mais des choses très, très compliquées. Pas d'API distributeur en compétition avec des acteurs publics, puisque il y a, voilà,
Ça veut dire que je dois finir. Donc avec une concurrence peut-être un petit peu étonnante avec des acteurs publics. Mais voilà, des choses qu'on verrait peut-être pas forcément aux États-Unis. Donc ça, c'est le contexte peut-être un petit peu délicat à aborder, mais sur la différence d'acception entre différence de méthode France-États-Unis, il faut rajouter à ça que il y a de gros acteurs américains qu'on n'aurait pas forcément imaginé sur le terrain de l'alimentation, de la nutrition. Amazon se lance avec Amazon Fresh sur la distribution de produits frais, avec des retours utilisateurs plutôt favorables. Donc Amazon est content, les utilisateurs le sont aussi. Et des acteurs comme Google qui ont commencé à s'intéresser à la recette avec des filtres, mais aussi à la santé, à la nutrition. Et là, ils sont en train vraiment de se développer là-dessus, et de s'intéresser aux questions de diabète. Voilà, donc des gros acteurs qui sont en train de prendre les questions à bras-le-corps, des acteurs américains. Et du coup, la question à poser, justement, puisque la question c'est pour la France, est-ce que l'alimentation connectée peut être une forte opportunité? Personnellement, c'est un point de vue subjectif, je pense que oui, mais dans ce cas-là, il va falloir se bouger, et notamment qu'il y ait beaucoup plus de collaboration entre des grands comptes qui ont des capacités de financement de projets innovants, qui ont des expertises très pointues, et des startups qui sont des structures très agiles, qui peuvent développer des prototypes et puis qui ont des savoir-faire dans le développement de communautés, de produits. Voilà, donc peut-être beaucoup plus de collaboration. En tout cas, je profite de l'occasion pour parler aussi, puisque je suis là pour cette occasion, de notre événement que nous allons présenter le 19 mars, qui parlera de ces questions d'innovation et de collaboration entre grands comptes et startups de l'alimentation. Et ça se déroulera à Paris le 19 mars. Je vous invite à aller consulter toutes ces informations sur le site qui est lefood.co. Voilà, et je serai ravi de répondre à vos questions par mail ou directement ici. Merci Jérôme Cellier pour cette introduction à nos débats.